Ce dimanche 1er août 2021 midi, j'aimerais m'interroger avec vous sur la vérité de la vérité. Alors, le propre de la croyance, c'est justement qu'elle s'offre l'apparence de la vérité. Lorsque je crois que c'est vrai. Si je crois à quelque chose, je crois que c'est vrai. On ne peut pas, ou je crois que c'est faux, et donc je crois détenir une vérité sur la fausseté de la chose. Donc c'est toujours, en fait, et ça c'est Aristote, la grande leçon d'Aristote, c'est de dire que la vérité fait partie du langage. À partir du moment où vous parlez, on suppose, votre interlocuteur suppose que vous dites la vérité. Il n'a pas besoin de dire « mais c'est vrai ce que tu dis ». On le dit souvent dans le langage, mais en fait, on le suppose. Dire « il pleut », c'est supposer la proposition « il pleut » est vraie. Ça, c'est Aristote dans les métaphysiques, livre Gamma, si ma mémoire est bonne, qui en parle et il touche. Aristote, c'est un grand philosophe, il y a plus de 2000 ans, avant Jésus-Christ. Il y a Platon, il y a Aristote, si vous voulez, dans les grands monstres de la philosophie antique. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment les boss de la philosophie antique. Aristote a beaucoup plus analysé, qui était disciple de Platon, a analysé la logique et le langage. C'est un des premiers qui crée la logique. La logique des prédicats, quelque part, le jugement, les propositions, essayer de trouver la vérité dans le langage. Vous savez bien que c'est tout un courant de la philosophie. Les anglo-saxons, lorsqu'ils abordent la philosophie, on parle de philosophie analytique. Alors la philosophie analytique, elle s'intéresse au langage, aux propositions, c'est carrément des équations logiques, j'allais dire mathématiques, pour que vous puissiez avoir une image de ce que c'est, et c'est vraiment le travail sur les propositions, c'est carrément, j'en ai fait, j'ai fait pas mal d'années, moi-même j'ai été dans l'informatique, je dis ça pas pour me vanter, mais pour vous dire que ça fait partie de ma façon de réfléchir. J'ai un grand plaisir à analyser les structures linguistiques et de voir le langage. La vérité pour Aristote réside dans le langage, et les philosophes analytiques, contrairement aux philosophes continentaux, ceux qui sont plutôt dans le monde américain, anglais, eux ils s'intéressent à ça, à la vérité du langage lui-même. Et vous avez des philosophes qui disent ce qu'on n'arrive pas à dire, les questions qu'on n'arrive pas à poser, il faut les taire. Je pense à Ludwig Wittgenstein, qui est un grand logicien et philosophe, et qui lui montrait bien que la vérité et le langage c'est complètement ensemble. Lisez son Tractatus Philosophicus. Parlons un peu de la vérité effective. Karl Popper, philosophe anglais, nous dit que en fait une vraie vérité, le boulot de la philosophie, c'est d'essayer par approximation, et le boulot de la science d'ailleurs, c'est d'essayer d'approcher des théories de plus en plus universelles en essayant de voir si elles sont réfutables, falsifiables. Est-ce que dans la théorie, je peux trouver une expérience qui permettrait de la réfuter? Si je n'ai pas d'expérience qui me permette de réfuter une théorie qui se pose comme vraie, alors on n'est plus dans l'ordre de la science, on est dans l'imagination, et lui il critique ça, la métaphore, l'imagination, voilà. Et il va critiquer le marxisme et la psychanalyse, justement parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'être réfutés. Il n'y a pas d'expérience où on aurait oui ou non au sortir de l'expérience par rapport à la théorie marxiste, le matérialisme historique, ou par rapport à la psychanalyse. Et donc pour lui, ce ne sont pas des sciences. Ça s'offre comme une science, la psychanalyse s'offre comme une science, il y a un jargon, il y a soi-disant des expériences, des faits cliniques, un comité de pairs, etc. Mais en fait, il n'y a pas d'épreuve possible pour ces théories à être invalidées par l'expérience. Donc ce ne sont pas des vérités effectives, elles n'ont pas d'effet dans le réel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de vérité affective. C'est très intéressant, mais c'est très casse-gueule. Et d'ailleurs, le complotisme que je citais, le complotisme, est-ce que ce n'est pas ça? Théorie nouvelle, bip, bip, c'est complètement une approche que je n'ai lue nulle part ailleurs, et j'aimerais vraiment avoir votre regard là-dessus. Est-ce que le complotisme, cette idée qui consiste à dire... Il faut qu'on aille loin dans la définition du complotisme, si on l'aborde. Cette idée qui consiste à dire qu'il y a des complots qui sont ourdis et qui expliquent toute l'histoire, c'est ça le complotisme, c'est pas l'idée qu'il y a des complots, on sait bien qu'il y a des complots. Le complotisme, les théories du complot, c'est l'idée que les complots gouvernent le monde et que n'importe quel fait, un tant soit peu surprenant, une guerre, une explosion, un attentat, une pandémie, ne peut s'expliquer que par des complots qui sont
caché du grand public. C'est l'idée que toute l'histoire et tous les faits les plus surprenants, les plus saillants, l'attentat de Kennedy, eh bien, s'expliquent par des complots. Le complotisme, c'est une sorte de vision de l'histoire, de conception de la vérité historique comme étant toujours cachée et agie par une communauté de l'ombre, les reptiliens, Bill Gates, les juifs, les francs-maçons, voilà, tous les sataniques, la nouvelle secte QAnon nous parle des pédocriminels sataniques, mais à chaque fois, quelle que soit cette communauté, méchante, très méchante, diabolique, c'est les méchants, ça permet une simplification un peu de la marge de l'histoire, on n'est pas dans la nuance, il y a les gros méchants qui violent les enfants et qui égorgent, etc., et ceux-là, ils font l'histoire par des complots. C'est vraiment ça le complotisme, et donc vous comprenez bien qu'avec cette théorie-là, forcément, ce qui compte, c'est pas de dire il est complotiste ou il n'est pas complotiste. Ce qui compte, c'est de voir de pondérer notre adhésion à ces thèses. C'est très nuancé. On n'est pas 100% complotiste. La Terre est plate, d'ailleurs, s'oppose aux autres complots qui disent, par exemple, que le 11 septembre, c'est un inside job, c'est un travail de la CIA. Bon, donc cela ne se rencontre pas vraiment. Ceux qui sont pour une révélation du 11 septembre ne vont pas frayer avec ceux qui disent que la Terre est plate et qu'il y a un dôme, un peu comme Truman Show, vous voyez, ce qu'on appelle les platistes, ceux qui se disent on n'a jamais été sur la Lune et la Terre est plate. Bon, c'est parce qu'ils vont être discrédités. Donc il y a plein de complots. La complosphère est faite de subcultures, ce qu'on appelle une subculture, c'est-à-dire des univers affectifs effectifs qui partagent des infos et qui sont dans des bulles, et qui sont pas des bulles, je dirais, connectées forcément entre elles. C'est important de bien comprendre ça. Il y a des complotismes. Mais voilà comment je définirais le complotisme, une explication des vérités historiques par des complots ourdis, par des sectes ou des groupuscules ourdis, comment dire, à l'insu du grand public. Diegues, qui a écrit un très beau livre en 2018, Total Bullshit, lui, il explique un truc très simple, il dit que aucune théorie complotiste n'a pu mettre à jour un vrai complot. Je crois que c'est très intéressant de partir de là. Les complotistes voient des complots partout, mais réellement sortir un vrai complot, il y a des vrais complots, eh bien ils ne le font jamais. Il y a pas du tout une sphère complotiste qui a dit voilà, là on sort un vrai complot, c'est argumenté, les journalistes peuvent travailler dessus, c'est documenté et on doit établir la vérité de ce complot qu'on révèle. Ça c'est le travail des journalistes d'investigation la plupart du temps, mais pas des complotistes. Alors, je lis vos messages, mes amis, mais on avance. Vérité effective, vérité affective. Est-ce qu'on doit rejeter la vérité affective? Et ma théorie nouvelle, oh là là, excusez-moi, c'est est-ce que le complotisme n'est pas la tentative de remettre de l'affectif dans la vérité, alors que la vérité est présentée dans un monde tout info et ultra connecté comme étant d'essence effective. La vérité, tu dois te taire, tu ne peux pas résister à une vérité, tu dois te soumettre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la revanche, de l'ordre du ressentiment, à dire moi je ne veux pas me soumettre aux vérités officielles, je vais trouver des vérités alternatives, des mensonges, des complots de complotistes, je vais trouver des vérités alternatives, des explications alternatives tout de suite pour ne pas me soumettre à la doxa globale qui consiste à dire c'est la vérité, tais-toi et tu manges la vérité qu'on t'offre. Donc est-ce qu'il n'y a pas une tentative de retrouver sa marge de liberté pour ne pas se laisser imposer la vérité des autres? Et notamment on sait très bien, et c'est important sociologiquement, que ceux qui sont les plus perméables aux théories du complot, c'est ceux qui se sentent les plus déclassés politiquement, donc les pauvres, excusez-moi, je parle un langage un peu cru, les pauvres, les ghettoisés, ce que j'appelle les aphéliens, ceux qui sont à l'aphélie du pouvoir. L'aphélie, c'est le point le plus éloigné du soleil. Eh bien, les aphéliens, c'est ceux qui sont le plus éloignés du pouvoir. APH, aphéliens. Et on sait bien que les théories complotistes marchent plus chez les aphéliens, et donc c'est intéressant cette idée de revanche, et cette idée de moi on va pas me la faire, je vais m'inventer ou adhérer à des théories qui sont non officielles et presque pour comment dire, pour affirmer ma liberté de penser, pour affirmer quelque chose de l'ordre de l'affectif, vous voyez. Je crois qu'il y a aussi l'idée de faire le malin. Quand je m'amène et je dis ouais, vous croyez que le 11 septembre c'est Ben Laden tout ça, mais non, vous avez rien compris. Forcément, on l'écoute, on a l'impression qu'il va nous révéler. Et il y a quelque chose d'affectif dans la révélation de la vérité. Dire un secret, dire un aveu, dire tu n'as pas compris, je vais te dire la vérité, vous captez votre auditoire. Vous devenez génial. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un côté waouh, il y a un effet waouh dans le complotisme qui est sous-estimé psychologiquement.
ceux qui adhèrent au complotisme, est-ce qu'ils ne jouissent pas d'un privilège dans le groupe de pairs, dans la tchatch, à essayer de passer pour quelqu'un de malin, quelqu'un qui a tout compris alors que les autres n'ont pas compris. Je crois qu'il y a un narcissisme qu'il faut à un moment révéler. Peut-être que la vérité, la vraie vérité, la vérité de la vérité, eh bien, elle est dénarcissisante. Parce qu'elle est universelle. Ce n'est pas ma vérité, hein. C'est la vérité. Et quelque part, mon ego va être diminué. Mon ego, je peux pas me faire mousser en disant, regardez, c'est la vérité. C'est la vérité, je m'y soumets. Quelque part, la vérité a quelque chose de contraignant. On s'y soumet toujours. 2 plus 2 égale 4, c'est pas mon avis. Je peux pas donner mon avis là-dessus. Je suis obligé de me taire, de m'écraser ou d'être un méga mathématicien qui est capable de démontrer l'inverse, hein. Et donc, quelque part, il y a une humiliation de la vérité universelle. Et il y a une jouissance à se dire, moi je vais renverser cette vérité, l'infirmer, travailler contre. La vérité est moins sexy que le complot et elle fait moins rêver et surtout elle demande réflexion et je dirais elle demande soumission. Il y a quelque chose qui est insupportable. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du cybermarché des idées. Voilà. J'appelle ça le cybermarché. C'est-à-dire, c'est connecté, c'est un supermarché connectif, hein, donc c'est cyber, on est dans l'espace virtuel. Comment dire, ce cybermarché est totalement dérégulé. Dérégulé. Il n'y a plus de professeurs qui disent ce qu'il faut croire, il n'y a plus de scientifiques, enfin les scientifiques sont à égalité avec l'internaute random qui tweet, hein, ou qui twitch. Et donc, quelque part, dans ce cybermarché des idées, il n'y a plus de puissance gravitationnelle. Il n'y a pas, je dirais, des autorités déclarées. Et j'irais même plus loin. Dans ce cybermarché des idées, quelqu'un qui voudrait imposer quelque chose, eh bien, irait à l'encontre d'un système proprement anarchiste là-dedans, et on le taxerait d'avoir de l'ego, de vouloir prendre le pouvoir, etc. Et j'ai l'impression que ce cybermarché des idées qui est anarchiste par essence, lié à la structure même d'Internet, à la structure même de la puissance du réseau, eh bien j'ai l'impression que du coup il y a une horizontalisation de la vérité, on n'a plus de vérité transcendante et qu'on en a besoin de cette vérité transcendante. On a à un moment besoin de se soumettre à 2 plus 2 égale 4. On a à un moment besoin de se dire l'histoire en 1939, bah c'était ça. Voilà, on a à un moment besoin de savoir d'où on vient. Et donc là, on a affaire à une sorte d'écroulement de la vérité. La vérité, bah c'est Nietzsche qui annonce ça. Il dit on va aller dans le nihilisme. Hein, l'idée, on va aller dans le relativisme aussi. Nietzsche n'était pas relativiste, j'insiste là-dessus, hein. Nietzsche, il a quand même un petit verrou, aussi réactionnaire soit-il, aussi élitiste soit-il. Nietzsche n'est pas relativiste, parce que pour Nietzsche, le but est de changer les valeurs, de changer notre appréciation du monde, de rejeter la morale d'esclave, etc. Mais il y a une norme transcendante pour Nietzsche. Laquelle? Allez, je vais voir s'il y a des Nietzschéens parmi nous. Quelle est la norme pour Nietzsche? Parce qu'il se soumet à une norme. Il dit pas c'est relatif, chacun sa vérité, on fait ce qu'on veut les gars. Il critique même ce nihilisme-là passif. Hein. Après, il y a un nihilisme actif. La volonté de puissance. Non. C'est pas la volonté de puissance, la norme de Nietzsche. Ça, c'est les nazis qui ont voulu faire de Nietzsche une sorte de monstre super nazi. Hein. C'est sa norme morale. Non. La puissance, non. Déjà, Nietzsche, ça s'écrit. C'est une vérité. Nietzsche, pour Nietzsche, je réponds un peu à la question. Nietzsche se soumet à la vie. Pour Nietzsche, la norme, c'est la vie. Est-ce que ça va vers la vie et donc c'est vrai? Et est-ce que ça va contre la vie et donc c'est faux? Ou en tout cas, on est dans un perspectivisme avec Nietzsche, hein, c'est pas un relativisme, mais il faut changer d'angle de vue. Voilà. Le vrai angle de vue pour Nietzsche, c'est se soumettre à la vie, aux forces qui me font dire oui, aux forces qui me font approuver mon existence sans chercher à trier les bons moments et les mauvais moments. C'est Nietzsche qui parle. Dès que vous dites « Oh, cette année-là, vraiment, j'aurais préféré ne pas la vivre. Oh, si c'était à refaire, je le referais pas. » Eh ben, vous êtes pas Nietzschéen. Un philosophe va annoncer la post-vérité d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la vérité est quelque chose à dépasser. Ce qui compte, c'est l'opinion et c'est comment dire, le plus de likes possible. Hein. Une vérité qui disparaît, qui n'est plus universaliste, une vérité qui ne vaut pas pour tout le monde et qui s'écroule dans le relativisme. Quel est le philosophe qui est beaucoup plus fort que Nietzsche, qui a radicalisé les thèses de Marx et qui finalement nous montre que ce qui compte, c'est le paradigme actuel qui va être dépassé par un nouveau paradigme et que la vérité n'existe pas. Voilà. Et alors Heidegger, c'est très bien vu et va lire.
mais c'est un philosophe bien sûr qui a été inspiré par Heidegger, mais Heidegger, il a quand même une théorie de la vérité, c'est l'aletheia, c'est le mot grec qui veut dire dévoilement. L'été c'est l'oubli et a c'est le a négatif, privatif. L'aletheia c'est le non-oubli, la sortie de l'oubli. Et pour lui la vérité, c'est le dévoilement des choses qui sont cachées. Heidegger est un gourou mystique et donc il a besoin d'avoir des disciples. Et donc, comme tous les gourous dévoilaient le monde, c'est ça qu'il dit, hein, il est mystagogue et il dit on est dans l'inauthenticité, il faut revenir à l'être, à l'authenticité, c'est-à-dire à la patrie allemande, hein, pour lui. N'oubliez pas, c'est un philosophe nazi, hein, Heidegger. Et donc, Heidegger va quand même avoir une théorie de la révélation, de la divulgation, de la vérité, qu'il va d'abord dire, il va d'abord dire que c'est l'art qui permet ça, hein, les fameux souliers de Van Gogh qui nous révéleraient la vérité des souliers, alors que dans la vie de tous les jours, les souliers, on les utilise, on les met aux pieds. Voilà, théorie qui était assez en vigueur dans les années 35, 36, 37. Et puis après, il va carrément nous raconter, Heidegger, que les choses doivent être révélées, qu'il y a l'idée de dévoilement. Donc, oui, il est français, Kujansky, il est français. Et quel est le philosophe français qui va nous dire, je lis vos bêtises aussi, quel est le philosophe français qui va tomber dans un relativisme post-vérité où tout n'est que question de paradigme, d'architecture actuelle, et l'architecture est en voie d'être renversée. Et ce qu'il faut, c'est renverser, faire la guerre pour la guerre, et pas pour une idée de justice ou pour une idée de vérité transcendante. Et lui, c'est vraiment le siècle est vraiment de lui. Nous sommes dans son siècle à ce philosophe français-là. Hein. Descartes, on ferait. Vous êtes marrant. Non, c'est pas Descartes. Descartes, au contraire. Hein, non, c'est pas Albert Camus. Descartes, c'est celui qui va dire la vérité doit être trouvée dans une chaîne de raisonnement, il faut douter de tout, et une fois qu'on a douté de tout, quelque chose va résister au doute, qu'on en applique à tout, même à 2 plus 2 égale 4. Hein. Peut-être qu'un dieu me dit que 2 plus 2 égale 4, trompeur, alors qu'en fait 2 plus 2 n'est pas égal à 4. Donc Descartes va... Oui, bien sûr, Evalire, bravo. Bravo Evalire, je sais pas comment on fait. Yo, Evalire, voilà, je marque le coup là. Bien sûr, Foucault, Michel Foucault, mes amis. Michel Foucault, c'est le philosophe de la post-vérité et le philosophe de l'anti-lumière, en fait. Hein. Contrairement aux Lumières qui disaient qu'on peut accéder aux vérités et travailler notre juge critique en tant que sujet autonome, Foucault, c'est celui qui va détruire la notion même de sujet. Il n'est pas le seul, hein. Bourdieu, Derrida, tous les philosophes des années 60 françaises qu'on appelle aux États-Unis la French Theory. Hein, mais Foucault est vraiment le number one. Hein. Foucault disait de Gilles Deleuze, un jour le siècle sera deleuzien. Que nenni, le siècle est foucaldien, mes amis. La post-vérité est là, et Foucault, c'est celui qui a totalement détruit l'idée même d'une vérité transcendante. Tout n'est que rapport de force, voilà, architecture momentanée, et évidemment, c'est un anti-humanisme profond, comme c'était un peu à la mode parmi les philosophes français de la French Theory des années 60 qui ont repris la cybernétique. D'ailleurs, la French Theory, c'est amusant de voir qu'en fait, ils se sont inspirés de la cybernétique états-unienne, hein, Norbert Wiener et autres, et qu'ils l'ont importé en France, glamourisé en France, et du coup, ils l'ont revendu aux États-Unis. C'est un peu compliqué, mes amis, on va pas rentrer dans ce game-là. Et en tout cas, oui, c'est Michel Foucault. Là, avec Noam Chomsky, le grand linguiste et maintenant altermondialiste, on va dire, américain. Ils ont fait un débat en 1971 et Foucault il faut le voir ce débat, je crois qu'il est en ligne sur YouTube, hein, Noam Chomsky contre Michel Foucault. Et vraiment, Foucault est totalement immoral. Et Chomsky, au sortir de ce débat, a dit « Michel Foucault est l'être le plus immoral que je n'ai jamais croisé. » Pourquoi ? Parce que pour Michel Foucault, eh bien, la vérité n'existe pas, tout simplement. Tout simplement, il n'y a pas de vérité, c'est toujours un rapport de force, un rapport de pouvoir en passe d'être renversé, et du coup, on est dans l'anti-humanisme absolu. Et d'ailleurs, Chomsky, dans ce débat, lui dit, mais vous voulez que les prolétaires gagnent la révolution, mais une fois qu'ils ont gagné la révolution, s'ils renvoient tous les riches au crématorium, vous allez dire non. Et Foucault dit, je ne vois pas pourquoi on dirait non. Après tout, pourquoi pas, puisqu'il n'y a pas de justice extérieure. Donc c'est très puissant de réanalyser un tout petit peu la pensée foucaldienne. Lorsque vous avez Bellamy, donc l'intellectuel de droite qui a fait la tribune anti-passe sanitaire, etc., et qui cite Foucault alors qu'on est à droite, Foucault est censé être à l'extrême gauche, eh bien on voit bien que ce foucaldisme de droite est extrêmement cohérent quelque part. Parce que si vous tuez l'humanisme, si vous tuez l'universalisme, eh bien on est dans une guerre où le pouvoir devient l'obsession centrale et toute vérité est vérité du pouvoir.
et donc doit être combattu en tant que tel, vous comprenez? On est dans une anomie théorisée avec Michel Foucault. Donc quand Chomsky dit c'est l'être le plus immoral, il connaissait rien de sa vie intime, hein. Quand il parle d'immoralisme, il montre qu'en fait il est anti-kantien. Peut-être que la vérité de la vérité, si on parle de vérité humaine, si on parle de vérité effective, affective, c'est de revenir à la morale. Et il y en a un qui a compris ça, j'aimerais qu'on le réhabilite un tout petit peu, c'est Kant. Quand Chomsky dit à Foucault, il est totalement immoral, en fait il parle de la morale kantienne selon moi, hein, c'est mon interprétation. Kant, rappelez-vous, c'est le philosophe sérieux, rigoriste, compliqué, mais qui a toujours un verrou. Il nous donne un impératif catégorique, c'est-à-dire quelque chose, une sorte de vérité universelle qui doit valoir, il parle de ça dans les fondements de la métaphysique des mœurs, agis de façon telle que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. N'utilise pas l'autre comme un moyen, utilise-le toujours comme une fin en soi. Et là, c'est de la moralité, mes amis. Et c'est Paul Ricoeur. Paul Ricoeur a bien compris que dans Kant, hein, la lecture de Paul Ricoeur, que Paul Ricoeur fait de Kant, dans Kant, il y a de l'humanisme, hein, il y a un fond moral, il existe un présupposé sensible à l'impératif catégorique de Kant, c'est-à-dire qu'en fait, je dois toujours agir de façon à pouvoir universaliser ma maxime. Si je suis un voleur, je ne peux pas vouloir que tout le monde vole. Vous voyez? Donc je peux moi voler, je peux transgresser la règle, mais je peux pas universaliser mon acte de voler en disant maintenant c'est normal, tout le monde peut voler. Sinon la notion même de vol n'existe plus. Je vole parce que il y a certains qui volent et d'autres qui sont volés. Si je suis un violeur, je transgresse une règle absolue qui consiste à ne pas traiter l'autre comme un moyen, c'est-à-dire pour satisfaire mes pulsions, mais toujours comme une fin, c'est-à-dire comme une personne humaine. Mais je ne peux pas vouloir étendre et dire que maintenant le viol, tout le monde va pouvoir violer et le viol est autorisé. Le violeur est contre une universalisation du viol qu'il commet. Le voleur est contre une universalisation du vol qu'il commet. Le menteur est contre une universalisation du mensonge qu'il profère, puisque si tout le monde ment, la vérité et le mensonge ne peuvent pas exister. Vous comprenez, c'est ça que dit Kant. C'est pour savoir si tu fais une action bonne, il faut imaginer que tout le monde fait l'action que tu es en train de faire. Et si tu ne peux pas universaliser cette maxime, cette loi de ton action, alors tu sais que tu fais une action mauvaise. C'est quand même très puissant. On ne peut pas dénier cette puissance-là à Emmanuel Kant. Et donc, ce que Foucault va détruire, c'est cette idée, ce verrouillage moral du kantisme, donc ce verrouillage humaniste. Kant est un philosophe des Lumières, il croit au sujet autonome, il croit à l'éducation, il croit qu'on peut s'améliorer, il croit à la perfectibilité de l'homme. Mais on ne peut se perfectionner que si on a un idéal d'accomplissement. Je ne m'améliore parce que j'ai une idée du bien. Si j'ai pas l'idée du bien, comment je peux dire je me suis amélioré? Le bon joueur, Marty par exemple, le bon gamer, il dit j'ai progressé que parce qu'il a une idée du super niveau qu'il pourrait atteindre. Voilà, donc tout n'est pas relatif. Lorsqu'on joue aux jeux vidéo, on a quand même l'idée qu'on peut progresser et donc qu'on peut s'améliorer. À partir du moment où vous dites qu'il n'y a pas d'amélioration possible parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de choses transcendantes, tout est subjectif, tout dépend de votre jugement, eh bien l'idée même d'amélioration et d'universalisme s'effondre. Voilà. Et je crois que la vérité de la vérité, c'est qu'il y a toujours l'idée que quand on dit la vérité, on fait du bien. Je crois que la notion de bien, la notion de morale fait partie de la définition la plus fondamentale de la vérité. Dire la vérité, même si c'est douloureux, même si c'est dangereux, il y a 1000 façons de dire la vérité. Vous connaissez ce proverbe indien, lorsque tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Hein. Attention aux moyens que tu utilises pour dire la vérité. Ça peut faire mal, ça peut détruire l'autre. Il y a des vérités qui détruisent. Donc ça, on est dans la façon de le dire, on est dans la rhétorique, on est dans le rapport à l'autre, dans le tact. Mais la vérité en tant que telle est du côté du bien. Je vous renvoie même à des visions un peu religieuses qui disent que Dieu et la vérité sont unis et que l'homme à l'image de Dieu, eh bien, il doit dire la vérité. Il est soumis à la vérité comme Dieu quelque part. Donc là, on va pas entrer dans de l'exégèse religieuse, voilà. Mais en tout cas, c'est peut-être ça la vérité de la vérité. J'espère qu'on va tous méditer ça et quelque part on comprend que le complotisme, finalement, en voulant semer la confusion dans les esprits, je parle des complotistes militants,
ils sont forcément du côté du mal, entre guillemets, au mal kantien, ils ne peuvent pas universaliser leurs maximes, ils ne peuvent pas dire tout le monde va être complotiste et tout le monde va inventer des théories complètement délirantes pour confusionner tout le monde. Sinon, il y aurait même pas de dialogue possible entre les gens. À un moment, on dialogue, on parle de faits concrets, et donc le complotiste, il sait qu'il fait le mal puisqu'il transgresse. Je vous rappelle une très belle définition du complotisme par la sociologue Eva Soteras. Eva Soteras définit les 4 piliers du complotisme. Premièrement, l'absence de hasard ou de coïncidence. Dans la lecture complotiste de l'histoire, il n'y a jamais de hasard. S'il y a des choses qui se rencontrent de façon fortuite, il y a toujours une explication sous-jacente. Donc c'est un truc comme ça. Deuxième pilier, tous les événements sont le fruit d'actions cachées. Dès qu'il y a un événement, un meurtre, une guerre, c'est le fruit d'actions cachées. On n'est pas au courant et le complotisme va nous révéler ces actions. Troisième pilier du complotisme pour Eva Soteras, tout n'est qu'illusion, on nous ment tout le temps, nous baignons dans l'illusion, les puissants, les dominants nous mentent en permanence. Et quatrième pilier du complotisme, tout est relié. Il n'y a pas de choses qui ne soient pas reliées. C'est un plat de spaghettis où tout se tient, tout est relié. Et c'est une sorte de CQFD. Tout va bien, c'est démontré puisque tout est connecté. Voilà. Ça, c'est les 4 piliers du complotisme. Mais on voit bien que là, il est question de tromperie. Et il y a une jouissance de la tromperie. Il y a un plaisir à tromper les autres. Il y a un plaisir à se sentir malin. Il y a un plaisir à manipuler les esprits, à être un peu le sorcier qui vampirise l'esprit des gens. Voilà, et puis il y a de l'argent à se faire. N'oublions pas, le complotisme, c'est beaucoup d'argent, y compris dans des chaînes tout à fait respectables qui passent leur temps à débunker les fake news. Est-ce que c'est du journalisme? On peut se poser la question de passer derrière le complotisme quelque part. Est-ce que c'est pas le valider et de faire de l'audience à partir d'un débunkage du complotisme? Donc il y a aussi une notion financière derrière tout ça. C'est de la manipulation, c'est de l'influence, c'est du lobbying, c'est du soft power, c'est tout ça, c'est de la confusion. Un peuple démocratique dans la confusion, un peuple qui vote là où on lui dit de voter, tout simplement. Il en va de l'esprit critique, de renouer avec la vérité et de comprendre peut-être que la vérité de la vérité, elle est morale, non pas morale utilitariste, à lire que je viens de proposer, non, c'est pas très satisfaisant. Non, je parle d'une morale universaliste, humaniste. Le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui se perdent sincèrement là-dedans, mais la plupart se perdent sincèrement là-dedans. Les jeunes, notamment, qui sont très victimes du complotisme, les jeunes déclassés, défavorisés, etc., ceux qui lisent pas forcément, ceux qui ont un rapport un peu humilié avec la connaissance. Eh bien, c'est pour ça que je suis sur Twitch. Il y a pour moi une militance d'éducation populaire là-dedans. Eh bien, effectivement, le complotisme est super séduisant. Et comme je me sens humilié dans ma vie, comme j'ai l'impression qu'on me manipule, qu'on me discrimine, je vais adopter des thèses complotistes pour embêter le système, entre guillemets. Et c'est cette démarche-là qu'il faut bien analyser. Voilà les amis, j'espère que ça vous a intéressé. On continue à discuter, n'hésitez pas à proposer des thèmes, je suis très friand d'envie de partir en roue libre ensemble, de philosopher en roue libre. Et donc voilà, roue libre tous les week-ends, midi, c'est parti les amis. Merci les Twitchers, merci les copilotes, c'était un grand plaisir. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao les amis.